Mais il manque de dire qu'en réalité, s'ils avaient respecté la Constitution, on serait dans un ordre beaucoup plus harmonieux où l'état de droit, la stabilité, le respect des droits et libertés des citoyens, la gouvernance économique et financière de l'État serait possible. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'énonciation même du texte nous refait croire que pour défendre l'intégrité, parce que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne respectent plus ni la loi, ni la Constitution, et ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la défaillance de ces gouvernements. Donc, ce que je vais rappeler ici, c'est que le respect de la loi doit être considéré par tout le monde qui a connu la révision, le changement de la Constitution, et que ceux qui sont pour le maintien de la Constitution ne seraient attirés que pour consolider la démocratie est une représentation caricaturale. Parce que la vraie réalité, c'est que la Constitution de 2006 est la synthèse de notre histoire. Elle puise ses références dans d'autres moments historiques importants où nous sommes retrouvés, notamment en 64, pour faire la Constitution du 1er août 1964. Si vous faites un tableau de correspondance entre les dispositions de la Constitution de 64 avec la Constitution de 2008, vous allez trouver beaucoup de similitudes et il y a beaucoup de dispositions qui sont d'ailleurs mot à mot. Et donc, les arguments comme quoi la Constitution a été élaborée par les étrangers à l'étranger était l'argument qui est par la route. L'argument comme quoi l'article 217 ne protège pas la souveraineté et ne serait pas suffisamment fort pour que l'intégrité territoriale soit protégée est évidemment faux. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent de l'article 217 par exemple ne vous disent pas que l'article 217 ne dispose pas de l'intégrité du territoire et que cette constitution qui a été mise en place a fourni toutes les solutions pour pouvoir organiser donc nos vies. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que pourquoi aujourd'hui les gens s'opposent? En réalité, il n'y a pas ceux qui défendent la souveraineté d'un côté et ceux qui défendent la démocratie de l'autre au détriment de la souveraineté. Nous avons deux camps et il faut bien le retenir. Il y a un camp qui pense qu'il faut réviser la Constitution ou plutôt changer la Constitution pour avoir un État faible et un pouvoir fort qui bénéficie à quelques-uns. Et puis il y a le camp, celui de la défense de la Constitution, où nous pensons qu'il nous faut de lois fortes avec un pouvoir équilibré et un État fort. C'est que les gens veulent aujourd'hui. Quand on prend par exemple un domaine, vous prenez la loi de finances, on dit aux gens, vous avez une assignation, on vous a assigné des crédits, il faut les respecter. Mais que font les politiques? Ils dépassent les crédits qui leur sont assignés. Ils dépensent ces moyens à des besoins qui sont étrangers à ceux pour lesquels l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, a assigné ce point. Après, on va dire la Constitution n'est pas bonne. Deux, en ce qui concerne l'intégrité du territoire, ce n'est pas l'article 217. L'intégrité du territoire, est assurée par les forces armées dont le régime primitif est dans la Constitution et il revient au pouvoir public d'organiser ces services pour qu'ils soient efficaces, que nous ayons une armée de dissuasion capable de défendre notre intégrité du territoire. Et donc ce n'est pas en allant justifier sur l'article 217 que l'on retrouve le sens d'une bien meilleure constitution. Autre chose, la différence, parce que j'entends souvent, et mon prédécesseur m'a dit, l'honorable Sissana, comme candidat à l'élection présidentielle, vous avez soutenu le projet de révision. D'abord, je voudrais dire aux gens de la communauté que je n'avais pas besoin d'un porte-parole pour parler de cette question et que je peux en parler tout seul. La révision de la Constitution ne
sais que les juristes, on n'aime pas les chiffres, mais dire que 90% des dispositions de la Constitution sont bloquées en matière de révision, c'est complètement faux en termes de réalité scientifique. Nous pouvons compter, on peut modifier beaucoup des dispositions de la Constitution. La Constitution est révisable. Et j'ai soutenu une révision. La révision, ça veut dire qu'il y a des dispositions qu'on peut améliorer parce que la Constitution reste une œuvre perfectible. En revanche, tenant compte de notre histoire, des méfaits que nous avons connus, comme une société constituée, nous nous sommes dit qu'il y a des dispositions que l'on ne peut pas toucher. Et ces dispositions, c'est quoi? C'est le nombre et la durée des mandats du président de la République. Pourquoi? Parce que nous avons connu dans ce pays pendant 32 ans, à la faveur de modifications successives de la Constitution de 24 un pouvoir où un président peut renouveler éternellement ses mandats et rester au pouvoir. Et nous avons combattu sur cela. Et quand on a discuté de la Constitution, on a conçu qu'un Congolais qui a mûri pendant 9 mois dans le ventre de sa mère et qui est né ne pourra plus exercer plus de 2 mandats comme président de la République. Et ça, c'est une réduction. 2. La forme, quand on dit la forme républicaine de l'État, c'est très astucieux. Le Congo ne peut pas devenir une monarchie. Pourquoi? Je vais te dire. Le Congo ne peut pas devenir une monarchie. Vous savez, on a parlé de Mobutu Zaïre sans avoir la qualité de roi, mais on savait qu'il était éternel, Seko et il pouvait rester au pouvoir. C'est pourquoi on dit la forme républicaine, directement ou indirectement, ne peut pas être affectée et donc le nombre et la durée de mandat est limité. Autre chose, quand on parle des provinces, les grands problèmes que nous avons dans notre pays, les grands problèmes politiques de tous les temps, pas depuis il y a la guerre depuis 1960. C'est quoi? La forme de l'État. Cet équilibre qu'il faut trouver entre les fédéralistes et les unitaristes. La séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir, mais aussi l'équilibre de pouvoir. Pour ceux qui sont favorables à un pouvoir absolu et personnel, ils se disent la séparation de pouvoir est une contrainte, ne permet pas au président d'agir. Mais le président, il a la majorité dans toutes les assemblées. Il a été élu, proclamé avec un suffrage élevé, et donc il a les moyens d'agir. Qu'est-ce qui l'empêche donc d'agir? Il ne faudrait donc pas que la classe politique, par indiscipline, par incompétence, ne puisse trouver des refuges de ces limites d'action dans une révision ou dans un changement de constitution qui donnerait des pouvoirs importants à un seul et restaurerait la dictature, chose justement que nous avons combattu et que nous n'avons plus voulu pour notre pays. Je terminerai en disant, en matière de réforme, il y a 2 choses qu'il nous faut éviter. Je vois que tout le monde veut mettre toutes les questions de la nation dans la Constitution. Ce n'est pas le but. La Constitution résout des grands problèmes. Il reste à côté, il y a des lois organiques, des lois ordinaires qui peuvent résoudre les problèmes. Je suis très étonné de voir que, ça ne pas dans le débat, il y a des questions qui peuvent être résolues par le biais de la loi, on en amène le sujet au niveau de la Constitution. Je suis même étonné de voir que ceux qui gouvernent depuis des années n'aient pas appris suffisamment pour se dire que la Constitution est la loi fondamentale, vous avez les lois organiques, les lois ordinaires, mais après vous avez les politiques publiques qui, dans un secteur donné, conduisent l'action du gouvernement. Et que ces politiques publiques s'inscrivent dans le cadre d'une planification. Je suis un ancien ministre de plan et je peux vous en parler avec suffisamment d'autorité pour dire qu'aujourd'hui, tous ces instruments, les lois, les votes, sont déconnectés de la planification. Alors, les gens maintenant qui se promènent ici sans boussole ne peuvent pas égarer toute la nation en disant le problème, c'est la Constitution. Parce que cette recherche dans le changement de la Constitution, il n'y a qu'un bénéfice, un effet différent. C'est de remettre les compteurs
à zéro le mandat présidentiel et permettre à ce que ceux qui ont déjà été présidents de la République à 2 reprises puissent solliciter un nouveau terme qui qualifie de nouveau mandat. Or, population dans son ensemble, ce n'est pas vers ce sens de l'histoire qu'il veut aller. Un conseil que je voudrais donner, il n'est pas de moi, il est tiré de Portalis. Portalis était un grand réformateur. Quand on faisait le code civil, le code napoléonien, le code en France. Et Portalis a donné un conseil. Il a dit ceci. Gardez-vous. Gardez-vous. Parce qu'il faut être sobre en nouveauté en matière de législation. Parce qu'il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, mais il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que seule la pratique peut découvrir. Or, s'agissant de la Constitution de 2018, nous connaissions toutes les limites que la pratique nous avait données par nous. Ensuite, quand on a le doute entre le bien et le mieux, quand on ne sait pas si ce que l'on recherche est de l'ordre du bien ou du mieux, c'est-à-dire que c'est en dehors de la perfection, parce que personne ne doit aujourd'hui une constitution dite parfaite. Tout est perfect. Quand on est dans le doute, il faut se garder que les corrections que l'on accorde aux abus ne puissent porter des dangers que la correction elle-même a voulu empêcher. Il serait donc absurde aujourd'hui de dire aux gens, nous allons vous donner une nouvelle constitution, elle sera parfaite en sachant qu'une telle perspective va mettre en cause la stabilité de notre pays, la sécurité nationale et autoriser les Congolais non plus à contester seulement la légitimité de ceux qui gouvernent, mais à contester du vieux débat la légitimité des institutions. Et nous serons dans une crise qui peut jeter le pays au bord de la balkanisation. À se demander si ceux qui veulent le changement de la Constitution aujourd'hui ne sont pas complices de la balkanisation de notre pays. Patriote, je suis froissé, blessé. J'ai honte de voir que, à ce niveau de responsabilité, on peut faire dire ou faire croire, parce que c'est ce que vous avez dans votre question, que l'article 217 permet au pays voisin de nous intégrer. Que l'article 217 permet de céder une part de notre intégrité territoriale. En faisant référence, je suis froissé. À certains niveaux, ça ne devrait pas se dire. Comme l'a dit la Constitution, comme tout le monde fait du droit constitutionnel aujourd'hui, tout le monde le droit, on peut l'atteindre à un certain niveau, mais pas dans un forum comme celui-ci. Mais pas à un niveau encore plus élevé, président de la République, chef de l'institution. L'article 217 est une clause que l'on retrouve dans beaucoup de constitutions, et d'ailleurs la Constitution de 1967, celle de rédigée par Zinga, par Kamanga, par Etienne Tshisekedi, comportait l'article 69 qui est mot à mot ce qui est dit dans l'article 217. Qui pourrait se permettre aujourd'hui de dire que quand on avait écrit ça dans la Constitution du 24 juin 1967, c'était pour céder la souveraineté, c'était pour qu'une partie du pays soit cédée. Et il faut faire la différence entre la souveraineté et l'intégrité territoriale. J'entends souvent le chef de l'État dire je suis garant de la Constitution. Je suis garant de la Constitution. Mais il faut le rappeler aussi qu'il est garant de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, c'est le bilan physique de notre territoire. L'intégrité territoriale, c'est lorsque lui et son gouvernement et les institutions ne peuvent pas aller à Bunagana parce que Bunagana est pris par d'autres forces qui organisent le monopole de la violence. L'intégrité territoriale, c'est de contrôler l'ensemble de ce qui relève de notre droit de 2 345 400. Ça, c'est l'intégrité territoriale. Et pour céder une
faut consulter le peuple par le peuple. Donc, on ne peut pas être dans un numéro 214 souveraineté indépendante. Ça me fait penser à une chose. Quand vous suivez ceux qui sont partisans de la religion, du changement, plutôt du changement, du parle du changement plutôt que c'est une expression qui m'a mieux ça. Les gens qui ont Babandi, c'est le deuxième, redonner le mandat éternel au président. Mais maintenant, pour justifier les communautés, les suivis, c'est-à-dire qu'on a sur le 217, les civilités, article 5, ce qui est civilité, article 9, après les civilités, les communautés, par entité territoriale des États. Tous ces points-là, quand vous regardez un à un, il n'y a pas matière à l'élection. Je vais prendre par exemple le même problème. Le gouverneur de province, et j'étais président de la PAJ à l'époque. Je me suis opposé à ce que, avec le ministre Kalou et que le gouverneur de province soit le représentant de l'État en province. Mais cette matière, elle n'est pas constitutionnelle, elle est légale. Elle est dans la loi organique portant vive l'administration, la loi sur l'administration de province. Elle n'est pas organique, c'est la loi sur l'administration. Donc, si vous voulez changer ça, ce n'est pas la constitution qui faut toucher, c'est la loi. On dit des entités décentralisées. Les entités décentralisées. Tout le monde le sait ici parce qu'on est dans le jeu. Les entités décentralisées. Quand je dis qu'il faut voter la décentralisation au niveau du territoire, on peut le faire, mais cela agrandit. Parce qu'avoir des entités qui n'ont pas une puissance fiscale, une autonomie fiscale capable d'assumer leurs responsabilités, et les amener à se regrouper dans les cadres du territoire dans lesquels ils sont insérés, c'est comme ce qui se fait dans d'autres territoires, les thèmes de communauté, ainsi de suite. Ce n'est pas touché à l'article 220 parce que ceci avoir l'effectivité de la mise en œuvre de la décentralisation qui par ailleurs est régie dans le cadre de la loi organique. L'impunité. J'ai parlé tout à l'heure de la question de la discipline, de même ministre. Mais moi je suis étonné. J'ai suivi même les États, on a fait ça pour les États généraux de la justice. Les politiques, quand ils se de l'ordre constitutionnel à l'église, l'investiture du gouverneur par le président de la République, et tous ceux qui ont fait le droit administratif le savent, la compétence du président de la République à la matière est une compétence liée. Et une compétence qui ne crée pas de droit supplémentaire, on ne peut pas dire parce que le président a le pouvoir de signer l'ordonnance d'investiture que c'est là qu'il confère le pouvoir parallèle. Non. L'ordonnance d'investiture astreint le chef de l'État à un contrôle de la régularité, de la légalité de ce qu'elle peut faire. Et oui, il signe l'ordonnance, ça ne doit pas lui donner plus de droit. Comme le professeur Mampia et comme le professeur Mbaye, j'ai été à l'Assemblée nationale contre le fait qu'on donne au président le droit de devoir révoquer ou démettre les gouverneurs. Mais ça, c'est la procédure de la classe politique. Parce que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne respectent plus ni la loi, ni la Constitution. Et ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la défaillance de ces gouvernements. Donc, ce que je vais rappeler ici, c'est que le respect de la loi doit être constitué par tout le monde qui a tenu. Après, il y a la question de Mme Arlette. Vous me dites qu'il y a une opportunité de changer la Constitution tant que l'homme n'a pas changé. Et vous avez raison, et c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez me donner les meilleures constitutions, vous pouvez changer autant de constitutions que vous voulez. Mais si dans votre esprit, c'est que quand vous êtes autorité, vous êtes dispensé de respecter la loi, marchez pas. Je vais vous donner l'exemple de la Constitution américaine. On a posé la question ici, quelle est la Constitution qui interdit
les révisions et les changements comme ils veulent l'envisager sont permis. La Constitution américaine, c'est cet article. Il y a que l'article 7 qui renvoie à la propre codification. Depuis que cette Constitution existe depuis 200 ans, il y a eu 3 à 7 amendements. Et cette Constitution n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que tous les amendements qui viennent ajoutent à la base. Et notre base ici, de cette Constitution de 2018, c'est l'article 220. Les condensés de nos luttes, les condensés de nos combats, mais aussi le combat contre la part noire que nous avons dans nos amis. Mais ce n'est pas le forum qui a prolongé le mandat. C'est parce que l'interprétation qu'on a fait de l'article 70 en disant celui qui est au pouvoir, tant qu'on n'a pas organisé de nouvelles élections, rester au pouvoir. Et on sait à quelle condition cette interprétation a été aussi obtenue. Aujourd'hui, s'il vous plaît, la Constitution ne change pas les ordres. La Constitution, elle les donne un cadre. Et c'est que les hommes doivent pouvoir respecter. Mais comme société mûre, nous devons savoir d'où nous venons. Nous venons du 32 ans de dictature, des années de guerre civile. Nous venons d'un déchirement fort dans ce pays. Il y a des gens qui contestent les institutions. Il y a des gens qui pensent qu'on ne s'occupe pas d'eux. Quand vous allez à l'intérieur du pays, le gouvernement n'existe pas. Et à tous ces gens-là, il faut envoyer un message de cohésion